Bien, nous allons donc reprendre nos travaux. Vous avez compris que lorsqu'on parle d'histoire mondiale des nations, on ne parle pas seulement de l'histoire des historiennes et des historiens, mais des sciences sociales, mais des économistes, des géographes, des historiens de l'art, on va le voir bientôt, et aussi des littéraires. Il y aurait toute une étude également à faire des sommaires des différentes histoires mondiales des nations qui nous rassemblent aujourd'hui et qui nous rassemblaient déjà hier depuis les disciplines. Et si je parle de littérature, c'est parce que j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire Zrinka Stahuljak, professeur à UCLA, à Los Angeles, de littérature médiévale. C'est depuis la littérature que Zrinka pense ce qu'elle appelle le médiéval contemporain, pour reprendre le titre d'un de ses derniers livres parus en français aux éditions Macula, mais je ne peux pas ne pas aussi évoquer Les Fixeurs au Moyen-Âge, parus aux éditions du Seuil, depuis des conférences qu'elle avait données comme professeure invitée ici même au Collège de France. Cette question de la circulation, cette question de la traductibilité, cette question des intermédiaires, c'est ce qui fait effectivement la contexture de l'histoire mondiale que Zrinka Stahuljak propose. Et nous poursuivons donc toujours sur ce format, vous l'avez compris, des conférences, des keynotes qui, voilà, normalement n'appellent pas de discussion. Et ben on joue le jeu de la date, et pas n'importe quelle date, la plus emblématique de cette ambivalence entre l'histoire du monde et l'histoire de son occidentalisation, 1492. Nous t'écoutons, Zrinka, et surtout nous te remercions. Merci Patrick, merci aussi à Pierre, à Florian et à Nicolas de m'être invité. Avec le deuxième jour vient la sagesse, j'espère. Hein. Voilà, on va voir. Donc 1492 est une année mondiale dont l'importance fait peu de doute. Sa renommée, celle de la rencontre des deux mondes, européens et américains, n'empêche qu'elle demeure une année plutôt obscure. Ce n'est pas une figure littéraire, vous verrez. Tout d'abord, elle est obscure dans l'imaginaire occidental, celui qu'on appelle désormais le Nord global, le Global North, car la conquête de nouveaux mondes, tant géographiques que spirituels, par les Européens survient dans un contexte d'invention et de découverte sur fond de progrès inéluctables, à défaut d'admettre l'envers destructeur de l'avènement européen sur le continent américain. Elle est encore obscure, car pour le Sud global, c'est l'année noire de par la colonisation, l'exploitation et la dévastation que l'arrimage de Christophe Colomb et des Européens sur le continent américain déclenchera. Finalement, et c'est ce que j'essaierai de démontrer ce matin, elle est obscure car elle constitue l'angle mort de notre façon de penser et d'enseigner la globalité, la mondialisation et la domination européenne. L'année 1492 sert de fondement à une périodisation et surtout à une pensée qui sont en réalité à l'origine d'un clivage perpétuant les asymétries entre le Nord et le Sud jusqu'à nos jours. Et par ailleurs, je signale qu'évidemment, elle est absente de l'histoire mondiale de la France. Même dans la nouvelle édition, elle reste absente. Mais je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est de pointer le fondement de cette périodisation et de la pensée qui vient avec. Donc si 1492 est l'année par laquelle se raconterait l'histoire du monde, en servant de pivot et de point de rupture, elle voile également la façon dont le monde s'organise. Elle obscurcit son propre rôle à garder la maîtrise sur la façon de penser le globe, puisqu'on pense le globe à partir de ce moment de bascule. Une partie du mythe intellectuel européen depuis le XIXe siècle consiste à faire coïncider la découverte du Nouveau Monde par les Européens et l'essor de l'hégémonie européenne et de la modernité avec la floraison de la pensée et de la culture de la Renaissance, qui signifie aussi le rejet de l'épistémé médiévale.
Selon cette lecture, un large consensus veut que la Renaissance marque une rupture épistémique dans l'histoire de l'Europe et de l'Occident, ouvrant une nouvelle trajectoire à la fois éclairée et mondiale, tout en inaugurant l'hégémonie européenne et l'imposition à l'échelle du globe des conceptions européennes de l'universel et du progrès. L'arrivée des Européens dans les Caraïbes en 1492, puis sur les côtes des Amériques, ainsi que les clichés les plus solidement établis de la Renaissance, comme le livre imprimé, la cartographie, la perspective linéaire, la définition de l'auteur, l'invention de la race, etc. Autant de phénomènes et de dates qui servent de marqueurs de ce déplacement épistémique qui ferait passer d'une Europe médiévale et précoloniale à un monde colonial où les rapports de pouvoir ont basculé en rapports de domination entre colonisateurs et colonisés. Tout comme la pensée occidentale, la pensée décoloniale s'organise autour de la rupture épistémique que représenterait cette année 1492, même si les penseurs décoloniaux ont cherché à se réapproprier cette date comme une année autrement obscure. La pensée décoloniale, telle qu'elle a été formulée dans les années 1990 par le collectif Modernité-Colonialité, dont Quijano, Dussel, Mignolo, identifie l'année 1492 et l'arrivée de Christophe Colomb comme le commencement de la colonialité et de la modernité esclavagiste et extractive. Et on peut y ajouter la pensée de la Jamaïcaine Sylvia Wynter, dont les travaux du début des années 1990, donc exactement à la même période, ont montré avec une force particulière comment la conquête du Nouveau Monde et l'invention coloniale de l'humain à partir de 1492 participent de la constitution même de la modernité occidentale. De surcroît, les penseurs décoloniaux soutiennent que la Renaissance européenne a produit l'universalisme, donc c'est-à-dire que le savoir est désincarné, indépendant de toute localisation géohistorique particulière, et que cet universel a positionné l'épistémée européenne comme le seul paradigme légitime de production des savoirs. La pensée décoloniale cherche donc à se dégager de cette domination épistémologique en revenant à un temps situé et incarné, un temps proprement émancipé de toute colonisation, intellectuelle comme économique. En bref, pour l'année 1492, inaugure les rapports de domination qui perdurent jusqu'à nos jours, ouvrant le chemin à l'idée que cette année, 1492, est le début de la première modernité, the early modern, l'idée même qui remplaça durablement le concept intellectuel de la Renaissance. Pourtant, en faisant de cette année l'année qui localise une rupture épistémique, les penseurs décoloniaux renforcent, malgré eux, l'hégémonie et l'universalisme européen. Il s'agit ici d'offrir une critique de l'appropriation de cette année, car comment décoloniser si l'on adopte d'emblée la périodisation européenne? En prenant le moment colonial comme fondement épistémique de la décolonisation, ces penseurs valident malgré eux ce qu'ils cherchent à invalider. Autrement dit, le mythe de 1492, élaboré et diffusé d'abord par les Européens au XIXe siècle, fonctionne remarquablement bien comme grand récit universel, aussi bien pour les penseurs eurocentriques que pour les penseurs décoloniaux. Même s'ils occupent des positions opposées dans le débat sur l'histoire, ils partagent une même mythologie des commencements et des origines. Ils contribuent ainsi à chacun à sa manière à reconduire la Renaissance ou la première modernité, selon leur cas, comme moment autonome d'émergence et d'inauguration. La rupture épistémique de la première modernité, située de manière privilégiée en 1492, est ainsi largement acceptée comme une nouveauté historique allant de soi. Mais le problème n'est pas seulement que la rupture épistémique de 1492 aurait produit deux effets de nature opposée, donnant lieu à deux lectures diamétralement opposées. D'un côté, un moment d'épanouissement intellectuel, artistique et économique en Europe, de l'autre, une force brutale de colonisation à l'échelle du monde. Le véritable problème, selon moi, tient plutôt à l'adhésion même au mythe. Celui-ci maintient à distance ce qui précède,
le Moyen-Âge, de ce qui advient ensuite, la modernité, dont la première modernité ne serait évidemment que le prologue. La fonction de l'année 1492 est précisément de séparer ces deux époques, rendant impossible de penser la Renaissance pour ce qu'elle a pu être réellement. Aujourd'hui, la Renaissance constitue ainsi le cœur obscur de la pensée intellectuelle et de la recherche. Tout d'abord, la rupture est inscrite jusqu'à dans les fondements même des disciplines universitaires et du discours public. L'idée de la Renaissance a été largement dépassée par la première modernité, the early modern en anglais. La rencontre des mondes américains et européens se serait donc soldée par l'invention de nouveaux modes de gouvernance, de biologisation, de racialisation, d'exploitation, de capitalisation, tous des produits de la colonisation. Pour reconnaître les conséquences de la rencontre, le terme « Renaissance », qui avait déjà préparé le terrain de rupture avec le Moyen-Âge, a été remplacé dans le champ académique par cette idée de la première modernité, sans doute sous l'influence aussi des penseurs décoloniaux. La Renaissance y trouve donc une place réduite, celle d'un mouvement limité dans le temps et dans l'espace, porté par un groupe relativement restreint d'acteurs, auxquels uniquement les siècles suivants ont conféré une importance démesurée dans le récit que l'Europe coloniale a produit d'elle-même. Autrement dit, la rupture de l'année 1492, étudiée comme une histoire mondiale, a eu pour résultat l'invention d'une modernité première qui rend difficile l'étude historique du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais qui est largement adoptée par les chercheurs. Et évidemment, avec la première modernité, il y a bien sûr la prémodernité qui vient avant, et donc on ne parle vraiment plus de Renaissance. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis, certainement. Au-delà du fait que la Renaissance a été remplacée par la première modernité, la croyance en 1492 comme rupture épistémique a contribué à occulter l'étude historique du Moyen-Âge européen. Pour une médiéviste spécialiste de l'Europe, et c'est mon cas, la période antérieure à 1492 correspond au précolonial. Pour les penseurs décoloniaux, le décolonial implique au contraire un rejet des développements postérieurs à 1492 et un retour vers des formes de pensée et des pratiques autochtones demeurées intactes ou encore décontaminées, décolonisées, autrement dit désuniversalisées, particularisées, situées et incarnées. Or, les ressemblances entre ces deux disjonctions temporelles, le précolonial et le décolonial, invitent à poser de nouveau une question fondamentale: qu'est-ce que la Renaissance, ce pilier et ce pivot de la pensée, et que signifie réellement la rupture épistémique attribuée à l'année 1492 ? Une voie possible pour une histoire véritablement mondiale consiste à prendre au sérieux ce qui précède précisément 1492 des deux côtés de l'océan. Cela ouvre la possibilité d'une comparaison entre savoirs autochtones et savoirs médiévaux. De nombreuses comparaisons peuvent être établies entre les ontologies précoloniales et autochtones dans le domaine du droit, avec les formes coutumières et tribales, dans celui de l'agriculture avec les communs, dans la définition du vivant qui inclut les non-humains, les esprits et les autres formes d'agentivité, ou encore la cartographie relationnelle et non pas abstraite et proportionnelle. Le monde décolonial, c'est-à-dire un monde qui cherche à s'éloigner des pratiques extractives du capitalisme ainsi que des épistémologies et ontologies eurocentriques et anthropocentriques qui sont issus de l'État-nation colonial, fait fréquemment appel à ce monde précolonial. Ce monde précolonial correspond en Europe, dans les grandes lignes, au monde médiéval, la période qui précède les conquêtes européennes. Bon, on pourrait en rediscuter des dates. Pourtant, dans le même temps, la pensée décoloniale rejette souvent ce précolonial européen, et plus particulièrement la métaphysique occidentale comme ce qui a rendu possible la colonialisation, le colonialisme de peuplement, les pratiques capitalistes extractives et monoculturales, ainsi que l'exploitation et la destruction des ressources non européennes, humaines comme non humaines. En somme,
La métaphysique occidentale aurait fourni les conditions de l'accumulation primitive qui a finalement conduit à l'industrialisation et au capitalisme tel que nous les connaissons. La pensée décoloniale cherche dès lors à se constituer comme autonome et endogène, à se désarrimer entièrement des cadres épistémologiques occidentaux et à refuser leur réappropriation par les théories critiques produites en Occident, et à refuser de même la pratique d'une histoire mondiale du précolonial et du décolonial. Autrement dit, dans la relation entre le précolonial et le décolonial, nous nous trouvons au cœur d'une tension entre, d'une part, cette désobéissance épistémique du décolonialisme qui rejette le colonial comme proto-capitaliste, esclavagiste et origine de la modernité européenne, et bien sûr, avec cela, rejette tout ce qui s'origine en Europe, y compris le précolonial. De l'autre côté de cette tension se trouve la comparaison relationnelle, puisque le précolonial apparaît simultanément proche du décolonial à travers les pratiques évoquées plus haut, droit, agriculture, rapport au vivant, cartographie, etc. Alors, deux possibilités s'offrent à nous. Soit il y a bien une rupture épistémique et le Moyen-Âge diffère fondamentalement du moment colonial, soit cette colonialité est issue du Moyen-Âge à travers ce qu'on appelait la Renaissance, au terme d'un long processus de transformation et d'adaptation au cours duquel les épistémés occidentales et autochtones se sont constitués réciproquement dans ce nouveau monde. Dans ce second cas, ce que nous appelons la Renaissance, ou appelions la Renaissance, s'inscrit dans une continuité avec l'Europe médiévale, c'est-à-dire précoloniale, et la rupture épistémique de 1492 apparaît alors pour ce qu'elle est un mythe des origines. Alors, vous me direz que repousser la naissance de la domination européenne de l'année 1492 à la période médiévale, qui la précède, ne change en rien l'histoire des origines et n'empêche en rien la création d'un nouveau mythe. Et vous aurez raison, et je suis d'accord avec vous. Sauf que la mise en parallèle des savoirs médiévaux et des savoirs autochtones révèle quelque chose de parallèle. Il ne montre pas seulement une Europe médiévale qui aurait donné naissance à la colonisation. Il montre un Moyen-Âge européen, surtout du XIe au XIVe siècle, qui est commensurable avec les savoirs autochtones tels qu'ils sont préservés jusqu'à nos jours. Et je m'attarderai brièvement sur deux exemples des cartes et de la question animale. Nos cartes modernes, devenue la norme au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, fonctionne sur le principe d'un aplatissement géométrique de la sphère. La carte moderne suppose que l'espèce est homogène, continue, mesurable et réductible à une géométrie commune, ce qui est possible aux dépens de la réalité et de la proportionnalité. Ainsi, le Groenland apparaît plus grand que l'Amérique du Sud, voire l'Afrique, alors que sa taille correspond à la péninsule arabe. On voit ici la carte de 1569 du flamand Gerhardus Mercator, qui a posé les jalons de la cartographie moderne et puis l'évolution cartographique jusqu'à nos jours. Comparons maintenant les cartes médiévales aux cartes autochtones. D'abord, la carte de Pietro Visconti du début du XIVe avec Jérusalem au centre, qui évidemment ne ressemble en rien à la carte moderne. Puis, la grille cartographique de la terre dite sainte par Burchard de Montsion, également ici du XIVe siècle, qui fait une grille proportionnée par rapport aux distances mesurées en pas, et ces distances mesurées en pas se rattachent au récit de la signification historique des lieux. Donc il y a un récit qui fait la carte. Et puis, le portulan d'Abraham Kresk, que vous regardiez depuis le début de ma conférence, de 1375, mise en rapport avec la carte de la Nouvelle-Zélande dessinée en 1793 par Tuki. Alors, évidemment, j'aurais pu utiliser la carte de Tupaya, faite quelques années, une quinzaine d'années plus tôt pour James Cook. Mais j'ai choisi celle-ci. Les deux cartes organisent l'espace d'une manière relationnelle par rapport à l'importance, disons logistique, du lieu et par rapport au récit associé au lieu.
Donc, par exemple, juste pour vous donner un exemple ici, chez Cresques, là, c'est en fait Marco Polo qu'on voit ici, et ici, c'est les 3 rois mages qui sont voilà, inscrits dans ce portulan. Donc, comme je le disais, ils s'organisent d'une manière relationnelle, donc par rapport à l'importance du lieu et au récit associé au lieu. La cartographie moderne se distingue de ces formes médiévales et autochtones de connaissance de l'espace par son recours à l'abstraction, à l'homogénéisation et à la commensuration géométrique, là où les mappae mundi médiévales, mais aussi les traditions cartographiques autochtones, mais aussi les itinéraires, les portulans ou les géographies narratives, comme celle de Burchard de Moncion, organisent souvent l'espace à partir de relations, de parcours, de récits, de repères, de cosmologie ou de pratiques. La carte moderne vide l'espace de ce vécu et construit un espace homogène, mesurable et universellement comparable. Les cartes médiévales et autochtones privilégient des rapports relationnels, narratifs situés au territoire. Alors qu'on peut certainement dire qu'aucun des deux systèmes n'est réaliste. Le système moderne est abstrait, alors que les systèmes médiévaux et autochtones sont inscrits dans le vécu. De même, l'exemple du non-humain, du vivant, si cher aux anthropologues du contemporain qui étudient les mondes autochtones du globe entier, peut nous enseigner davantage. Les hommes animaux hybrides du Moyen-Âge ne peuvent pas être réduits, comme ça a été fait, à une interprétation du biopouvoir qui les associerait à des pratiques de bestialité. Car, que faire des hommes hybrides, des hommes végétaux hybrides? Au contraire, il faut plutôt chercher à y voir des croyances en la communication des mondes humains et non humains au Moyen-Âge qui sont préservées dans les écrits tant littéraires qu'ecclésiastiques, comme dans les chroniques, les encyclopédies et dans d'autres genres de l'écrit médiéval. De ces deux exemples, je conclus tout d'abord que l'étude historique du Moyen-Âge doit être plurielle. Il n'y a pas eu un seul Moyen-Âge, celui des événements, et elle doit permettre d'élaborer un récit historique de multiples modes d'existence. La langue marche vers la modernité, mais aussi des modes et des formes de vie qui n'ont pas survécu jusqu'à la modernité. Deuxièmement, nous devons faire une beaucoup plus grande place dans l'histoire, au-delà de l'histoire culturelle ou de l'histoire des mentalités, à ces écrits médiévaux, qu'on appelle par beaucoup la littérature, et aux arts visuels. C'est une critique des genres modernes, mais aussi une critique de la réduction de la méthode historique par cette genrification de l'écrit, et, par conséquent, la réduction de la conception de l'humain à travers les catégories modernes, ce que l'anthropologie médiévale soulève à côté de l'anthropologie des mondes non-européens. Ainsi, la comparaison des savoirs autochtones et médiévaux permet-elle de corriger les réalités historiques plutôt que de reconduire le mythe de 1492 et celui de la rupture épistémique entre Moyen-Âge et la première modernité. Il ne s'agit plus alors que d'un récit d'irruption et d'émergence de la première modernité, mais de celui de la longue attrition du monde précolonial. Poursuivre la réflexion décoloniale depuis le précolonial consiste à montrer d'une part comment le monde s'est constitué non dans une rupture entre Moyen-Âge et la première modernité, mais dans leur continuité, globalement, du XIe jusqu'au début du XVIIe. D'autre part, nous pouvons nous consacrer à une histoire mondiale que les pluralités européennes du précolonial rendent possible. De même, sortir de l'angle mort pour les études décoloniales voudrait dire pouvoir s'ouvrir au monde précolonial en tant que monde parallèle et solidaire, non pas uniquement européen et hostile. Pour décoloniser véritablement, il est indispensable d'interroger les présupposés mêmes qui découlent de l'idée de rupture épistémique, ce fondement sur lequel repose tout l'édifice intellectuel articulant le précolonial, le décolonial et une conception chronologique du progrès, ainsi qu'une conception linéaire historique. D'autant plus que rendre le Moyen-Âge à sa médiévalité nuit à la perception des autres mondes non européens comme justement médiévaux ou rétrogrades et primitifs.
Il est évident qu'une telle histoire mondiale demande une méthode comparative capable de prendre en charge la pluralité des chronologies et des temporalités à travers les espaces géographiques et les visions du monde. C'est en effet dans mon livre Médiéval contemporain pour une littérature connectée dont a parlé Patrick, dans une moindre mesure aussi dans les fictions au Moyen-Âge, que j'avais esquissé une méthode comparative fondée sur la commensurabilité. J'ai proposé une globalité profonde, une analytique du global qui émerge des résonances et des dissonances structurelles plutôt que des réseaux, des échanges ou des influences. Cette proposition engage une révision méthodologique de l'histoire globale elle-même. Si le global est habituellement recherché dans les circulations, les contacts et les processus d'intégration, le livre défend l'idée qu'il peut également être appréhendé à travers la comparaison commensurable de mondes distincts. Une telle démarche permet de défaire l'équation entre mondialité et expansion européenne, tout en reconnaissant la pluralité des trajectoires historiques et des formes de savoir et de vie. Le global apparaît alors non comme l'effet de la connexion, mais comme le produit d'une mise en relation analytique entre des mondes dont les résonances et les dissonances structurelles excèdent les généalogies coloniales qui ont longtemps organisé notre compréhension de l'histoire et qui continuent de structurer notre disciplinarité. 1492 est certes une date importante, mais elle est également révélatrice de notre politique de la recherche, la manière dont on peut penser la mondialité. Alors, quelle histoire mondiale de l'Europe? L'histoire mondiale, comme je l'ai sous-entendu ici, n'est pas seulement une histoire mondiale d'une date, c'est l'histoire mondiale de l'Europe médiévale, dont la pluralité du passé la met en relation avec les mondes autochtones et en même temps élève les mondes autochtones au rang d'égaux. Le tout doit passer par une autre façon de penser les mondes et de les étudier, en nous libérant des modèles disciplinaires traditionnels, mais également en allant plus loin, ce que je n'ai pas eu le temps de vous raconter aujourd'hui, en appliquant le pouvoir de l'IA au problème d'échelle et du local qui reste inscrit dans l'épistémologie occidentale, mais ça sera peut-être pour une fois. Je vous remercie pour votre écoute.